à cette à cette première conférence du forum, je dirais. Je remercie Noman Ferry, que vous allez connaître et qui vous sera présenté par Madame la DG, Bouteina Benyaglad, qui a l'honneur, nous avons l'honneur de la voir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être quelques autres DG, mais je vous le dirai plus tard, qui, sûrement Monsieur Lassina, qui pourrait être connecté. Et avant de donner la parole à Thème, qui va un peu présenter cette conférence, je voudrais rappeler à tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec pratiquement tout le monde des directions des services informatiques. Nous avons un prochain séminaire qui sera dédié le 2 juillet à l'organisation d'une direction de, de l'informatique et qui sera, ce séminaire sera géré par la CDG et par ses représentants. Et dans dans les prochains jours, circulera un questionnaire pour avoir plus d'informations et mieux préparer ce séminaire. Donc, vous le recevrez et je vous demande de répondre assez rapidement pour pouvoir bien présenter le séminaire du 2 juillet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Athème, à toi la parole. Athème, c'est le grand patron aujourd'hui. C'est lui qui a eu l'idée de cette conférence, l'idée d'inviter Monsieur Ferry, pardon, Noman, hein, je vous appelle comme ça. Et voilà, vas-y, Athème, à toi. Merci Bernardo. Chers collègues, chers confrères, bonjour et bienvenue. Je suis très ravi et très honoré que la CDC Tunisie a eu cette opportunité de démarrer la série de webinaires que Bernardo a déjà commencé à introduire, qui va être organisée par le Forum des caisses des dépôts. En fait, nous, les DSI des caisses du Forum, avons programmé 4 séminaires à distance autour de la thématique de la transformation digitale. Ces séminaires seront animés et modérés par les responsables des systèmes d'information des différentes caisses. Nous démarrons cette série aujourd'hui par le thème d'actualité par excellence, à savoir la transformation digitale à l'ère du Covid-19. On commencera par une conférence qui va être animée par M. Norman Ferry. Franchement, Norman, j'ai vraiment du mal à vous présenter. Hein. En tout cas, je me contente de dire que notre conférencier d'aujourd'hui est un des experts les plus célèbres du secteur IT dans la région, pour ne pas dire dans le monde. Je le remercie infiniment, au nom de vous tous, d'avoir accepté notre invitation, sans hésitation aucune. La conférence va être suivie par une séance de questions-réponses que vous pouvez déjà commencer à poser au fur et à mesure à travers le chat. J'ai appris dernièrement que le mot crise en chinois est constitué de 2 caractères. Oui, 2 caractères uniquement. Le premier veut dire danger et le second veut dire opportunité. Le Covid-19 est sûrement un danger, mais la dynamique de digitalisation qu'il a créée représente certainement une opportunité que nous sommes dans l'obligation de saisir. Le digital n'a plus besoin d'être démontré. Et la digitalisation, ce n'est plus un confort, ce n'est plus un choix, c'est une question de pérennité. Le Covid a tout arrêté, tout, sauf l'informatique. Bien au contraire, c'est grâce à l'informatique que l'impact du Covid n'a pas été horriblement catastrophique. En effet, nous avons continué à travailler à distance grâce à Internet et grâce aux outils de télétravail. Nous avons continué à travailler sans avoir besoin de faire appel à un technicien dans notre bureau pour nous résoudre un problème d'un câble mal branché parfois. Nous avons continué à travailler, figurez-vous, sans imprimante, sauf exception, sans fax. Brusquement, le mail a été valorisé, de fait, sans attendre qu'il ait une valeur juridique officiellement probante. Il va d'ailleurs venir dans les jours qui viennent, en Tunisie au moins. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit bien d'une révolution. Nous avons continué à travailler à distance grâce à nos informaticiens qui ont prouvé encore une fois leur engagement, leur veille, leur capacité d'adaptation face aux imprévus.
Ils ont aussi prouvé leur disponibilité 24 sur 24 pour assurer la continuité des activités de leur organisation. Nous avons finalement compris, j'espère, que la DSI est loin d'être une structure de support technico-informatique qui coûte très cher à l'organisation. Il y a un centre de coût plutôt qu'un centre de profit, ou comme certains veulent le qualifier d'un mal nécessaire que nous devons supporter. La DSI a finalement démontré qu'elle a un rôle stratégique à jouer à haute échelle de l'entreprise. Et avec cette crise du Covid, le secteur du digital a su prendre la place qu'il méritait. Pour revenir à notre ordre du jour, j'ai envie de dire que la dynamique créée par cette pandémie ne doit pas s'arrêter. Au contraire, la vitesse de la digitalisation doit doubler. Je me permets enfin une petite plaisanterie. Messieurs, dames, nous allons ensemble passer à la vitesse supérieure, pourvu qu'on ne nous mette pas des radars dans notre chemin. Sans tarder davantage, c'est avec un grand plaisir que je cède la parole à Madame Bothaina Benerlen, directrice générale de la CDC Tunisie, pour donner le coup d'envoi à cet événement et à toute cette série de séminaires autour de la transformation digitale. Je lui laisserai aussi le plaisir d'introduire son ami, notre cher conférencier, Norman Fay. À vous la parole, madame. Bonjour à tous, merci Hatem. Ravi vraiment de faire l'ouverture de cet événement aujourd'hui. Ravi d'avoir à mes côtés mes chers amis, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Bernardo, mes chers amis directeurs généraux, ceux qui sont là, qui suivent notre webinaire aujourd'hui. Eh bien, la transformation digitale, on y est déjà. On est déjà dans cette transformation. On utilise ces outils-là. On est ravis de l'avoir et de passer quelques minutes aujourd'hui ensemble. Et donc, je remercie tous ceux qui sont avec nous. Notre diffusion est en direct sur Facebook et donc nous serons ravis que nous sommes suivis au-delà de nos collègues, nos collaborateurs dans nos caisses consoeurs. Il y a au-delà de ça un public assez large. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous parlons de transformation digitale. Aujourd'hui, tout simplement, on y est parce que on était devant une nouveauté. Le coronavirus aujourd'hui a eu un impact énorme sur nos vies. Donc, tout ce qui est directive établie, que ce soit par les gouvernements ou les entreprises, nous ont forcé à rester chez nous. Pour certaines entreprises, le processus de transformation peut permettre la connexion, réduire les activités manuelles, minimiser le risque de perturbation en raison de cette situation. Tout simplement, on s'est retrouvé face à une transformation numérique qui ne peut qu'améliorer la continuité de nos activités. Donc, aujourd'hui, parler de transformation numérique, ça fait partie aussi de l'intégration de la technologie dans nos domaines d'activité en modifiant essentiellement notre façon de faire et donc comment faire que cette transformation numérique implique réellement une transformation dans nos process. Lorsqu'on parle de transformation numérique, parce qu'on voulait réellement améliorer la continuité des activités, ça peut se faire soit par la possibilité d'accéder à distance, de numériser des process, d'utiliser des plateformes de collaboration en ligne, de faire des vidéoconférences comme on le fait maintenant, de partager des fichiers en ligne, de déplacer des services vers le cloud, donc au-delà des utilisations de stockage ordinaire, d'automatiser des process et permettre la connectivité. Mais moi, je dirais l'élément le plus important dans tout ça, si on voulait réussir cette transformation numérique,
c'est d'avoir l'engagement des personnes. L'engagement des personnes de l'équipe doit être primordial dans un processus de transformation numérique. Parce qu'adopter la technologie et les nouvelles méthodes sont essentielles au succès, mais ça ne devrait pas rester uniquement comme étant des déclarations d'intention. Nous devrons apporter vraiment ces changements-là à la façon dont nous pensons, à la façon dont nous travaillons et à la façon dont nous collaborons. Donc, tout simplement, aujourd'hui, le coronavirus nous a contraint les entreprises à repenser leur stratégie de transformation numérique et donc la technologie peut nous aider à naviguer tout simplement dans cette crise et à améliorer la continuité de nos activités. Je ne vais pas accaparer la parole. Je sais très bien que mon ami Norman Fahri saura passer les messages adéquats pour cet après-midi. Je vais l'introduire. C'est un ami à moi. C'est un ex-député de la constituante et des élections de 2014. C'est un ancien ministre des technologies de l'information et de l'économie numérique et j'étais ravie et j'ai eu l'honneur de travailler ensemble dans le même gouvernement de 2014. Il est actuellement conseiller auprès d'institutions internationales de développement en matière de création d'écosystèmes d'entreprise et d'innovation et à la fin dire qu'il est actuellement le directeur du Our Digital Future. J'aurai un peu plus de temps pour le présenter, mais je vais me suffire à ça. Donc, Norman, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame Bouthaina, chère amie Bouthaina, ainsi que Sihatem, ainsi que Bernardo, de m'avoir invité. Je suis heureux, je suis honoré et un peu stressé, parce que ce que je vous présenterai peut-être influerait un peu là où vous mettez vos investissements, et ce sont les investissements des générations futures dont vous êtes les custodians, comme on dit. Donc, j'espère que ce que je vais vous dire pourra vous amener quelques idées à aller dans un chemin que personnellement, à travers les dernières années, je l'ai vu. Pour ce faire, je vais me permettre de partager une présentation. Je vais juste la partager. Excusez-moi. C'est le... Alors, review, programme. Alors, j'arrive, voilà, ça arrive. Dites-moi si vous voyez cette présentation. Oui, voilà, allez-y, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, je vais la mettre je vais me déplacer et la mettre en full screen. Ça arrive. Alors, je vais la départager, excusez-moi, et la repartager. Je vais la repartager, excusez-moi. Je suis là. Juste, voilà. J'essaie de la mettre sur... Voilà. Maintenant, vous devez la voir en full screen, oui, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Super, merci. Alors, je vais essayer à travers la prochaine demi-heure à 40 minutes, prière de me rappeler à 20-25 minutes du temps pour que je puisse m'organiser. Cette présentation va parler un peu du temps. Des choses qui se passent à travers le temps, et je l'ai appelé avant, pendant et après. Ce que nous voyons, en fait, c'est, je me présente, bon, Madame Benerlen m'a présenté, je suis
un pauvre petit physicien qui a passé 10 ans dans la technologie du pétrole, 10 ans dans la technologie générale et 6 ans au service public et 3 ans dans le service des jeunes. Au service des jeunes à travers les startups. Je suis moi-même un investisseur dans les startups. Alors, dans la prochaine demi-heure, les slides seront entre anglais et français, mais je parlerai en français. Je vais vous parler de ce que nous avons observé avant le Covid-19, ce que nous avons observé pendant et ce que nous conseillerons, ce que nous verrons après le Covid-19. Mais qui ça, nous? Nous, vous voyez à gauche de mon écran, c'est les gens qu'on appelle avant les technologues, ceux que dans un fort, ils voient un peu les choses venir un peu avant les autres, pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais c'est parce qu'ils sont, ils sont par des formations professionnelles, ils sont toujours à l'affût de la technologie. Alors, avant, nous avons observé 3 phénomènes. Alors, le premier phénomène, 3 phénomènes d'accélération. Le premier phénomène d'accélération, c'est l'accélération de l'innovation elle-même. Si on pouvait remonter le temps depuis l'humanité, mais si on revient de vraiment là où la démocratisation de la connaissance a commencé, dès qu'on avait inventé l'imprimante, où la connaissance a commencé à être partagée. En 1600 et quelques, on a inventé le télescope, on a commencé à voir qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit tous les jours. Et ça ne fait pas très longtemps, il n'y a que 400 ans, qu'on avait tué quelqu'un parce qu'il disait que la Terre est ronde. Alors, il y a 250 ans à peu près, on avait inventé le steam engine et la révolution industrielle a commencé. Et depuis, on observe un point d'inflexion où les technologies viennent l'une après l'autre qui sont en train de changer notre vie. Il y a 4 technologies spécifiques qu'il faudrait observer. Bien sûr, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, l'impression 3D, la biotechnologie. Je ne vais pas m'attarder sur les technologies, ça sera la chose la plus technologique que je vais dire pendant la conférence. Vraiment, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les ordinateurs sont plus performants que les docteurs pour l'identification de cancer de peau, par exemple. Votre téléphone est plus performant qu'un docteur. L'Internet des objets, surtout avec la 5G qui va venir, ou même avec la 4G, les objets vont être connectés et donc ça va changer totalement notre manière de vivre. L'impression 3D, qui est un phénomène assez intéressant, qui peut aller du changement qui a transformé l'industrie de tout ce qui est dentaire, où vous avez tous vu les jeunes qui ont commencé à printer des masques pendant le Covid, mais ça peut aller beaucoup plus loin. L'impression 3D est en train de changer aujourd'hui le domaine de la construction. Et ce n'est pas que le domaine de la construction qu'elle va changer beaucoup d'autres choses. Aussi, la quatrième technologie qu'il va falloir observer, c'est la biotechnologie et la bioengineering. Il y a un problème de son, non? OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez que Oui. Non, on t'entend très bien. Oui, c'est bon. C'est bon? Ah, d'accord. Oui, continue. Je mettais ma main sur le micro. La biotechnologie et le bioengineering qui, en fait, on va vers l'infiniment petit et on fait des découvertes médicales, biologiques, combinées à de la puissance informatique. Ça donne un point d'inflexion énorme qui fait peur à certains. Certains disent que le Covid vient de là. Je n'y crois pas personnellement.
mais la biotechnologie est absorbée. Ce que vous voyez en bas, est-ce que vous voyez mon curseur? Non? Si, c'est bon. Voilà. Si, on le voit, Alors, en Norman. bas à gauche, la photo en bas à gauche, c'est la sphère blanche, c'est un grain de riz. Et à côté du grain de riz, le plus petit ordinateur du monde. Aujourd'hui, il sera encore plus petit. Cet ordinateur-là, il a la même puissance de calcul d'un ordinateur qui faisait presque une maison quand moi j'avais 20-30 ans. Il n'y a pas très longtemps. Vous voyez aussi sur une allumette des ordinateurs, etc. Donc franchement, on n'est pas très loin avant que des petits robots traversent nos vaisseaux sanguins pour faire ce qu'il y a à faire, la maintenance, et on fera la maintenance à travers des robots dans notre propre corps. Alors, ces 4 technologies-là, il faut vraiment les observer parce qu'à mon sens, au sens de gens qui suivent tout ça, c'est les 4 technologies vraiment transformatrices. Ça, c'est le premier phénomène. Le premier phénomène, c'est le phénomène de l'accélération de la technologie. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de l'accélération de l'adoption de l'innovation. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'une innovation est inventée qu'elle va changer notre vie. C'est la vitesse avec laquelle nous l'absorbons, nous l'adoptons, qui va changer notre vie. J'ai pris un vieux slide ici qui démontre ce que j'essaie de vous dire. Ce slide-là, c'est la consommation des nouveautés aux États-Unis sur les 100 dernières années, de 1900 à 1905. Si vous voyez la courbe noire qui commence vers 1900 et aujourd'hui elle est à 100%, c'est l'électricité. L'électricité, l'invention de l'électricité a pris 60 ans pour être partout aux États-Unis. Et au monde, elle a pris à peu près le même temps pour être partout dans nos pays, mais pas chacun de nous a de l'électricité. Certains pays sont bien électrifiés, d'autres pas assez. Le téléphone, et je parle du téléphone fixe, il a commencé bien avant 1900, mais il a pris 100 ans, presque 100 ans, pour qu'il devienne un peu partout dans les ménages américains. Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus de téléphone fixe. Je suis certain que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas de téléphone fixe parce que le téléphone portable qui a été inventé ici en 1985, vers le 1985, n'a mis que 10 ans pour être un peu partout. Donc, vous voyez, plus on va à droite, plus les courbes sont verticales. Et les courbes sont verticales, ça veut dire nous adoptons ces phénomènes plus rapidement. Donc, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, en gros, il y a une accélération de l'invention, il y a une courbe exponentielle où il y a de l'innovation et il y a une accélération de l'adoption de l'innovation grâce à Internet. Une invention qui se fait en Afrique du Sud, en Mauritanie, en Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Tunisie, très vite, cette invention, quelle que soit la petitesse de cette invention, tout le monde peut l'avoir et peut construire dessus. Ça veut dire que ça va encore plus accélérer ces innovations. Alors, les voitures, ils ont mis 35 ans à être partout dans le monde. Les ordinateurs, ils ont mis 20 ans. Internet a mis 15 ans. Facebook a mis 7 ans. L'impression 3D a mis 4 ans pour être un peu partout dans le monde. Donc, vous voyez que nous commençons à vivre, que nous les adoptons rapidement. Le troisième phénomène, et celui-là, il me fait un peu peur, il devrait vous faire peur aussi, si ce n'est pas le cas, c'est l'augmentation du nombre des consommateurs de ces inventions. Sur la courbe que vous voyez à droite, c'est la courbe
de l'évolution du nombre de la population dans le monde. Depuis 1820, sur les 200 dernières années, on a vu que en 1820, on était à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes presque 7 milliards et on va être 10 milliards dans 30 ans exactement. On va être 10 milliards. Et le nombre peut être OK, on augmente, c'est naturel, mais je vais vous montrer l'autre courbe qui me fait vraiment peur, c'est celle-là. Tenez-vous bien, c'est celle-là. Ça, c'est l'évolution de la population sur les 10 000 dernières années. Si vous n'avez pas peur avec ça, moi, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce que, en fait, on était à peu près, c'est des estimations scientifiques dignes de confiance. L'origine est écrite en dessous. On était à peu près 4 millions de personnes sur les 12 000 dernières années. Et depuis l'invention, vous voyez que depuis l'invention de l'imprimante, puis des imprimeries et la révolution industrielle, regardez où nous sommes. Nous sommes dans un point d'inflexion. Ça veut dire quoi? On s'est multiplié en 12 000 ans. Nous sommes multipliés par 2000 à peu près. Nous sommes 8 milliards, à peu près un peu moins. Et nous étions 4 millions il y a juste 12 000 ans. Vous savez, 12 000 ans dans l'histoire de la Terre, et moi que je suis géophysicien, c'est rien du tout. C'est comme 24 heures dans un corps humain. Alors imaginez un corps humain dans lequel il y a une entité qui se multiplie pendant, sur 24 heures, qui se multiplie 2000 fois. Nous nous sommes multipliés 2000 fois pendant 24 heures. Si je prends 24 heures, 12 000 ans, qui a à peu près 24 heures du temps de la Terre. Vous me dites, oui, peut-être, mais regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous consommons, grâce aussi ou à cause des technologies et grâce à notre mode de vie, nous consommons 1,7 fois la Terre, 1,7 fois ce que peut produire la Terre tous les ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que le système soit sustainable, pour que ça soit périn, il faudrait que nous ayons une Terre qui est égale à 1,7 fois cette Terre-là. Malheureusement ou heureusement, nous n'avons qu'une seule Terre, mais nous sommes en train de la détruire. Et cette consommation-là doit s'arrêter. Il y a ce qu'on appelle ce qui est écrit là-bas, le overshoot date. Le overshoot date, c'est la date à laquelle, pendant l'année, où la Terre a consommé tout ce qu'elle pouvait produire cette année-là. En juin, le 29 juin 2019, c'était le overshoot day de la Terre. Ça veut dire qu'en 29 juin 2019, nous avions consommé tout ce que la Terre pouvait produire cette année-là. Bien sûr, cette année avec le Covid, ça s'est décéléré, malheureusement pour certains, mais peut-être heureusement un peu pour nous, parce qu'il faut prendre conscience de l'environnement et d'investir dans la partie environnement. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de l'environnement, je vais parler de technologie. Alors, on a vu 3 phénomènes. On a vu le premier phénomène qui est l'accélération des inventions. Le deuxième phénomène qui est une courbe exponentielle. On a vu un deuxième phénomène qui est l'accélération de l'adoption de la technologie. Et on a vu un troisième phénomène qui est l'augmentation du nombre de consommateurs. Ces 3 phénomènes sont 3 phénomènes exponentiels. Ça veut dire
que l'exponentielle, la courbe exponentielle résultante de ces trois phénomènes, c'est une courbe extrêmement, extrêmement raide. Donc, quelque part, nous sommes là. Alors, nous sommes à ce point-là, le point d'inflexion le plus raide. Alors, pour nous, en tout cas pour moi, j'ai 55 ans, moi, je sais nager, mais si je ne sais pas nager, si on me jette dans une piscine, je peux mourir. Par contre, nos enfants qui sont nés maintenant, les millennials, ceux qui viennent de se naître, un petit enfant, on le jette dans la piscine, dès qu'il naît, il apprend à nager. Alors, j'ai utilisé cet exemple-là pour vous dire, nous ne sommes pas adaptés à l'époque qui va venir. Nos enfants sont beaucoup plus adaptés à l'époque qui va venir que nous. Ils sont nés dans ce monde et ce monde-là est en constant changement. Ils ont appris à marcher verticalement, si vous voulez. Donc, il faut faire le premier constat, il faut vraiment, vraiment, vraiment leur faire confiance, pas leur faire plaisir et faire politiquement correct de dire on fait confiance aux jeunes, mais il faut vraiment leur faire confiance parce qu'ils connaissent et c'est nos éclaireurs dans le monde qui vient. Ça, c'est ce qu'on a constaté, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une période de transformation exceptionnelle dans la vie de l'humanité. Et ça n'a rien à voir avec le Covid. Le Covid on va voir, il nous a alertés à des choses. Mais ça, on le voyait. Mais on était trop pris pour nos choses de tous les jours pour l'observer. Alors, si on est dans une courbe de changement raide, aussi raide, ça veut dire que les 10 prochaines années, le monde changera autant que les 50 dernières années ou les 70 dernières années. L'ONU a été créée à peu près 70 ans. Donc, dans 10 ans, peut-être que l'ONU disparaîtra. D'ailleurs, si elle disparaît aujourd'hui, les jeunes s'en foutraient complètement. Par contre, nous, on sait qu'elle a un rôle, donc, mais ce rôle doit évoluer. Donc, dans 10 ans, les systèmes de gouvernance mondiaux, et on commence à l'observer aujourd'hui, vont changer autant que les 50 ou 100 dernières années. Donc, même politiquement, et on commence à l'observer dans toutes les élections du monde, le système démocratique et électoral est en train de changer, en tout cas n'est plus en train de donner les résultats que les intellectuels pensent qu'il va donner. Donc la conscience populaire va affecter beaucoup. Alors, je ne vais pas parler de politique parce que c'est un sujet très glissant, mais sur les prochaines années, le populisme va prendre le dessus sur l'intellectuel parce que les gens auront peur. Alors, je passe un peu plus d'ici 2050. D'ici 2050, on a en arabe une expression qui dit Kadib al-Munajjabouna wa law sadaqu. Je crois que c'est un hadith du prophète qui dit les astrologues mentent même s'ils disent la vérité. Donc moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 30 prochaines années, mais je sais que les changements des 30 premières années seront aussi grandes, sinon plus grandes que les 1000 dernières années. Ça veut dire quand nos enfants qui viennent d'avoir le bac aujourd'hui vont avoir mon âge, le monde aurait changé que depuis 1000 ans. Alors placez-vous pour pouvoir imaginer ce qui va se passer, placez-vous en l'an 1000 et regardez l'évolution de l'humanité. C'est impossible à imaginer ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, que ça va aller très, très vite. Pour ceux qui croient ça, tant mieux. Pour ceux qui ne croient pas, je vais vous donner un petit exemple. L'exemple des voitures. Ici, est-ce que vous voyez la photo? Allô? Est-ce que vous voyez la photo? Oui, oui, on la voit. Oui, c'est bon. Absolument, oui. Bon, cette photo, c'est la parade de New York en 1905.
c'est pendant Easter, pendant Pâques, à New York, sur la 5e avenue, ils font une parade. Elle s'est arrêtée il y a quelque temps, mais c'était une parade. Alors, les aristocrates et les riches prennent cette route, la 5e avenue. Alors, en 1905, il y avait une seule voiture. Vous la voyez, elle est là au milieu, j'ai mon curseur dessus. Et c'est une voiture, une sorte de moto-voiture. Là. Tout le reste, c'était des chevaux. 7 ans après, en 1913, il n'y avait pas un seul cheval à New York. Tout le monde se déplaçait en voiture. Ça veut dire en 7 ans, c'était comme ça, c'est devenu comme ça. Alors moi, je suis certain que dans 10, 15, 20 ans, il y a une ville qui va interdire toutes les voitures qui sont conduites par des humains, et ça sera les voitures autonomes qui vont être permises pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'écologie, etc., etc. Et je vous assure que ce ne sont pas forcément les villes européennes ou les villes asiatiques ou américaines, ça pourrait être des villes africaines. Alors, nous sommes là, qu'allons-nous faire? Nous, les technologues, les ministres de technologie, les gens dans le gouvernement ont vu cette transformation digitale et ont dit qu'il va falloir avoir une stratégie. Et chacun de nos pays a une stratégie digitale. Tout le monde avait une stratégie de transformation digitale. Ça, c'est le cas de la Tunisie, où la stratégie digitale, elle se basait sur 5 piliers. L'accès à Internet à toutes les familles tunisiennes, l'école digitale connectée pour tous, l'administration sans papier, la sécurité et la confiance numérique et l'antiterrorisme, et le nouveau code du numérique dans le Startup Act dont vous avez entendu. Ça, c'est notre stratégie. Regardons, et je considère que la Tunisie est un pays qui fonctionne, plus ou moins. En tout cas, les gens qui sont dans les gouvernements depuis les 5 dernières années, ou même un petit peu avant, c'est des gens corrects comme nous. Alors, regardons ce que nous avons pu faire. Alors, nous pensions que, alors, sur le plan légal, à droite, en vert, nous avons changé des lois pour l'informatique et nous continuons, c'était très bien. Pour la sécurité et antiterrorisme, nous avons avancé. Pour l'administration sans papier, nous n'avons pas avancé d'un seul iota sur les 5 dernières années. Pas un seul iota, et c'est le cas de beaucoup de gouvernements. Sur l'école digitale, nous pensions que nous avions avancé parce qu'on a préparé du contenu, on a un peu plus d'Internet, etc. Et sur le plan de l'accès, notre objectif était de connecter tout le monde, toutes les familles tunisiennes à Internet et subventionner Internet, parce qu'il vaut mieux subventionner Internet que subventionner le sucre. On pensait qu'on était correct, mais en fait, le Covid est venu et nous a montré notre réalité comme elle est. Qu'est-ce qu'il nous a dit? En fait, le Covid, quand c'est arrivé, pendant 3 mois, juste 3 mois, une fraction de seconde dans l'histoire de l'humanité, il a agi comme un accélérateur. Il nous a mis devant notre miroir. Nous avons compris, en tout cas en Tunisie, que nous n'avions pas assez fait pour Internet, que l'école digitale n'était pas possible parce que l'école, elle est basée sur l'égalité des chances et même si on a le contenu que nos professeurs n'étaient pas formés et surtout, on n'a pas Internet partout et donc on ne peut pas soutenir l'inégalité des chances. Nous n'avons rien fait, l'administration sans papier, mais rien qu'en 3 mois. Il y a eu des avancées énormes en Tunisie et je suis certain, dans chacun de nos pays, en Mauritanie, au Sénégal, au Gabon,
au Maroc, en Tunisie, même en Italie, etc. Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça, on a vu des choses extraordinaires et l'administration a commencé à fonctionner sans papier. Donc, il y a eu ce phénomène. Alors, je me suis amusé à regarder qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière année. Et ça, c'est l'exemple de la Tunisie. Hein. On avait en 2020, on avait tout prêt depuis 5 ans sur le portefeuille électronique et l'identifiant unique. 2 composantes essentielles pour la digitalisation de l'administration. Tout était prêt depuis 5 ans. Et on était un gouvernement correct, nous. Le gouvernement qui est venu après nous était très correct. Celui qui est venu encore après était correct. Mais rien n'a été fait. Quand le Covid était fait, 2 décrets ont été signés à une semaine d'intervalle. L'adoption du portefeuille électronique et la promulgation du décret décret loi, l'identifiant unique. Ceci va nous permettre de très vite aller dans les gov. Donc, je considère c'est difficile ce que je vais dire, mais merci Covid, tu étais le meilleur ministre de transformation digitale que mon pays a connu, y compris moi-même. Le Covid a agi en accélérateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme chose qu'on a accéléré? On a vu en Tunisie, et je suis certain dans les autres pays, que les startups que nous avons sponsorisées étaient super actives dans la delivery, dans le e-commerce, même dans l'assurance, même dans la culture, où des festivals de films ont été faits sur Internet. Donc réellement, les startups, un monde de startups a trouvé son compte. C'est la deuxième partie du mot risque. C'est le deuxième quand Hatem avait dit que c'était risque et opportunité, c'est la partie opportunité de la crise. Alors, aussi, les startups en 6 semaines, nous, en Tunisie, et c'est le même cas dans tous nos pays à propos. En Tunisie, en 6 semaines, nous avons créé de nouvelles filières exportatrices. Là, ce que vous voyez, c'est un collectif qui s'appelle Yes We Breathe, qui a commencé par faire des petites visières. Et très vite, nous avons rassemblé plein de monde autour, plein de centres de fabrication, les industriels sont venus, etc. Et nous avons offert au gouvernement 111 659 visières, mais plus important encore, les industriels qui ont commencé à fabriquer ça sont en train d'exporter à d'autres pays. Toute une nouvelle filière a été créée. Maintenant, regardons ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché. Malheureusement, nous n'avons pas pu lancer l'école digitale. Bien que le contenu était prêt, bien que le Centre national des technologies de l'éducation était prêt, nous avons arrêté l'année scolaire pour un souci d'équité sociale, parce qu'on ne pouvait pas, avec de l'argent public, éduquer un certain nombre de la population et pas d'autres. C'est un choix. Est-ce que c'est une bonne décision? Oui, c'est une bonne décision, parce que la Tunisie est fondée sur le principe de l'égalité des chances par l'éducation. Enfin, je dis la Tunisie, mais tous les pays sont fondés là-dessus. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Oui, c'est une mauvaise décision, parce que nous avons accentué les inégalités sociales par cette décision. Ça veut dire ceux qui avaient Internet ont commencé à apprendre tout seuls. Ceux qui n'ont pas Internet, eh ben, ils n'ont pas étudié. Et donc, le problème n'est plus le contenu, mais l'accès à Internet. C'est ce que nous a montré, excusez-moi, c'est ce que nous a montré le Covid. Le Covid nous a montré ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, je résume. Avant, on voyait que le monde est en train de se transformer
d'une façon exponentielle avec une courbe raide et qu'on était au point d'inflexion. Pas tout le monde était au courant, mais les technologues et certains d'entre nous étaient au courant. Et les autres étaient pris dans le day-to-day business. Pendant le Covid, et malheureusement à cause du Covid, mais aussi grâce au Covid, tout le monde a vu l'importance du digital. Alors, après, que faut-il faire? Clairement, le digital rend la Terre plus plate. Ne fait pas de différence entre quelqu'un qui est connecté aux États-Unis ou quelqu'un qui est connecté en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, ou au Tchad, au Cameroun, où il est connecté n'importe où. S'il a de la connexion, il a accès aux mêmes ressources que ses homologues, ses jeunes dans les autres pays. Donc, Internet réduit les inégalités sociales par l'accès à l'éducation, souvent gratuite ou très peu chère. Donc, réellement, après, il n'y aura plus d'éducation sans Internet. Et donc, ceux qui ne sont pas connectés sont hors du monde. Donc, s'il y a une seule chose à faire, c'est vraiment connecter tout le monde. Ne pas disposer d'une connexion et d'un moyen de paiement, c'est de l'exclusion sociale. Donc, s'il y a quelque chose où j'investirai l'argent de mes enfants ou de l'argent des générations futures, je l'investirai sur Internet. Aussi, on va voir, j'espère qu'en tout cas en ce qui nous concerne, et je sais que Madame la directrice générale de la sédition en Tunisie soutient ce projet, l'accès Internet à toutes nos familles, à tous les ménages est important. En fait, je vais vous dire quelque chose, Internet, Internet, c'est peut-être pas aussi vital que l'eau, mais c'est plus vital que l'électricité. C'est plus vital que la route. Et construire une route, vous savez, alors, si on veut, ça c'est le cas de la Tunisie, si on veut connecter tous les ménages tunisiens, on peut le faire en 30 mois et ça coûte moins que, allez, pas 50 km d'autoroute, moins que 100 mètres d'autoroute. Donc, chaque fois qu'il y a de l'investissement dans l'infrastructure routière, s'il vous plaît, pensez qu'au 10e de ça, vous allez faire 100 fois plus de connexions en fibre optique. Ça, c'est mon deuxième message. J'essaie de voir, mais pourquoi c'était si difficile avant le corona? En fait, tous les politiques, et moi j'y étais, aujourd'hui je fais de la policy, not politics, le politique, il met la stratégie devant, il met la stratégie, il me reste grand maximum 10 minutes. Le politique, il met la stratégie devant pour être élu. Mais une fois il est élu, il est swamped, il est yorok. Comment dire yorok? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Swamped. Il se noie. Il se noie peut-être, non? Et il n'arrive plus à faire de la stratégie. C'est comme si, dans le nouveau monde, il faut avoir deux gouvernements. Un gouvernement qui regarde aujourd'hui et un gouvernement qui regarde demain. Et vous, l'argent du contribuable que vous gérez, il faut vraiment penser à investir dans demain, dans les choses stratégiques. Je suis désolé, mais je me permets de le dire parce que j'ai fait du privé, du politique, du parlementaire, du gouvernemental, du public. Et s'il y a de l'investissement, à faire, bien sûr, il faut faire l'éducation, la santé, parce que sans éducation et santé, on n'a pas de population, l'environnement pour préserver notre terre, mais il y a deux domaines qu'il ne faut vraiment pas oublier, qu'il faut mettre vers le devant. C'est l'infrastructure digitale, à savoir
la fibre optique et les data centers. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire je vais construire un data center, s'il vous plaît, aidez-le, parce que c'est là-dedans, l'économie va se passer là-dedans. Et là, de l'autre partie, c'est l'économie des startups, l'économie de l'innovation. Et là, je vais passer les quelques minutes qui viennent sur cette économie d'innovation. Alors, l'innovation, c'est un cercle vertueux qui commence par l'académie, qui crée des talents, excusez-moi, crée des talent pools, qui va créer des compagnies, des grandes compagnies vont venir s'installer chez nous, des compagnies chinoises, américaines, machin. Mais de là, il y a des gens qui vont sortir et créer des startups. Ces startups ont besoin de VC pour investir dedans. Ils vont faire des produits innovants qui vont participer au market growth. Ils feront des exits, les startups vont se faire de l'argent, vont créer de l'autre innovation, une innovation plus grande. Les VC vont avoir encore plus d'argent pour investir encore dans les startups et pour investir dans l'éducation qui va créer les talent pools, etc. Pour nous, c'est ce cercle vertueux que nous, en Afrique et en Méditerranée, on doit se concentrer dessus parce qu'on voit clairement qu'il y a un pôle américain en technologie, un pôle asiatique en technologie, et nous, y compris l'Europe, maintenant l'Europe et l'Afrique, nous sommes dans le même sac, nous devons, en tout cas la Méditerranée et l'Afrique, nous devons investir dans le système d'innovation. Alors, pourquoi c'est maintenant ? Regardez, j'ai une carte, voilà ce qu'on appelle les technical hubs, les tech hubs, les générateurs de start-up, les coworking space, les incubateurs, accélérateurs. Il y en avait 314 en Afrique en 2016. Il y a 600, le chiffre a doublé en 2018. Aujourd'hui, ils sont certainement plus que 1000. Et ça existe partout, hein, pas que dans quelques pays. Tous les pays ont des systèmes d'innovation. Et il y a des systèmes d'innovation dans tout. Il y a la révolution industrielle, dans la révolution industrielle, et l'investissement dans les startups commence les deals commencent à augmenter d'une année à une autre. Donc, il faut vraiment mettre de l'huile dans ces systèmes d'innovation. Il faut huiler cette roue d'innovation. Alors, comment ? Excusez-moi, je vais boire. À votre gauche, vous avez une échelle Financing Needs by Stage, les besoins en financement de start-up. D'abord, les startups, ils commencent par une idée qui n'a pas besoin d'argent, peut-être $1000, un petit peu d'argent. Après, ils commencent à faire un proof of concept, un prototype. Ils ont besoin peut-être de $10,000 ou de 10 000 euros, de 10 000 dinars, ou un petit peu d'argent pour qu'ils commencent à faire un prototype. Et après, ils commencent à le vendre, ils commencent à avoir des clients, des clients. Et là, ils ont besoin de $100,000. Et dès qu'ils veulent sortir de leur pays, ils ont besoin d'un investissement de au moins $1 million. Et une fois les gens les croient, ils vont leur investir avec eux à coût de 5-10 millions de dollars. Alors, si vous êtes en Afrique aujourd'hui, vous avez besoin de 5 millions de dollars, vous les avez. If you deserve to have 5 million or 10 million dollars, et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, vous trouvez l'argent. Si vous avez besoin d'1 million, c'est plus difficile. Si vous avez besoin d'un 100 000 dollars, impossible. Si vous avez besoin de 10, c'est beaucoup plus difficile. Alors, si vous avez aujourd'hui, allô? Allô? Oui. Excusez-moi. Continuez. Il y a un écho.
OK. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ah, OK, OK. Donc, mais pour passer d'un étage à un autre, 1 sur 10 réussit. Ça veut dire que pour avoir une start-up qui a besoin de 5 millions de dollars, il faut qu'il y ait 10 startups qui ont été investies avec 10, avec 1 million. 100 startups à l'étage d'en bas, 1000 startups à l'étage d'en bas et 10 000 jeunes qui ont rêvé de créer cette startup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire the rate of success, c'est 1 sur 10 000. Vous imaginez? Et après, on se dit pourquoi nos jeunes sont démotivés? Parce que 1 sur 10 000, c'est énorme. Et ils n'arrivent pas à voir le bout. Par contre, si on crée des structures qui aident au passage d'un étage à un autre, ces structures s'appellent des incubateurs, des accélérateurs, etc. On peut passer de 1, au lieu de 1 à 10, on va passer de 1 à 5, 25, 125, 600. Donc, l'espoir, au lieu de 1 sur 10 000, on a 1 sur 600. Ça veut dire qu'on a rendu notre système. Guarda da te nei tuoi cassetti. Allô? Oui, oui, continue. Ah, voilà. Et donc, le système est efficace 15 fois plus efficace. Comment on fait ça? C'est en aidant, et là je vous donne les exemples de la Tunisie, en aidant les incubateurs, les accélérateurs, etc. Et en créant des réseaux de business angels, des VCs et des private equities. Et vous êtes les mieux adaptés à aider ce genre d'écosystème d'innovation, non seulement en aidant ces incubateurs et c'est des accélérateurs, etc., mais aussi en faisant des fonds. Alors, je vais vous donner un exemple théorique. Il était théorique il y a 5 ans, mais aujourd'hui, grâce à Madame Yarlène et des gens comme Madame Yarlène, aujourd'hui, c'est une réalité. On s'est dit, il y a 5 ans, si on avait 100 millions de dollars, où est-ce qu'on les dépenserait? Ce slide, il a 5 ans à propos. Hein? Où est-ce qu'on les dépenserait? On a dit, on mettrait 25 millions de dollars pour faire des petits investissements à 50 000 dollars en bas, le fund one. Et on investirait dans 100 startups, dans 500 startups, parce que 25 millions de dollars, dans 500 startups, mais à coût de 50 000 dollars à peu près. Et on mettrait 25 millions de dollars dans 100 startups, mais à coût de 250 000 dollars. Et on mettrait 25 millions de dollars pour investir dans 25 startups à coût de 1 million de dollars. Et on mettrait 25 millions de dollars dans 5 startups à coût, et on investit à coût de 5 millions de dinars. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'écosystème dans nos pays accompagne les innovateurs pendant tout le long de leur évolution, parce qu'ils auront, on a besoin, parce que c'est un système pyramidal où il faut le nourrir par le bas. Et là, je suis heureux de dire au Maroc et en Tunisie, le fund of fund est une réalité aujourd'hui. Je suis certain que d'autres pays sont en train de faire un mécanisme pareil. Donc, si je reviens, si j'étais à votre place, en plus de l'investissement dans l'infrastructure, l'éducation, la santé, l'environnement, j'investirais réellement dans l'infrastructure digitale et dans le financement des startups. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être très lent. En faisant ça, je pense qu'on va commencer à industrialiser, grâce à vous, on pourrait industrialiser notre process, ce process-là, et qu'en Afrique, surtout en Afrique et en Europe, on a la chance aujourd'hui, l'opportunité to leapfrog, de faire le saut de grenouille pour, dans la nouvelle économie,
la nouvelle économie n'a pas besoin d'énormes infrastructures. Elle a besoin de l'infrastructure générale, mais la barrière à l'entrée pour les startups n'est pas énorme. Aujourd'hui, Zoom vaut beaucoup plus que les 5 plus grandes compagnies aériennes du monde. Zoom, une petite application que vous utilisez. Having said that, la stratégie est quelque chose de long terme et les investisseurs ne sont pas souvent des long terme. Vous êtes les seuls investisseurs qui peuvent investir dans le long terme. Ce slide a été présenté en Tunisie, mais on peut mettre tous les drapeaux qu'il y a. Si la corona, la crise de la corona est une montagne, petite montagne, l'économie, le recovery, la crise économique dans l'économie traditionnelle, c'est un Himalaya. Et donc, il faut vraiment contourner et ne pas investir que dans l'économie réelle. Il faut vraiment investir dans l'économie du futur. Et dans l'économie du futur, il y a 3 choses qui n'ont jamais changé depuis la nuit des temps. Ce qu'on fait tout ça pour des humains. Comme a dit Madame Benirlen, c'est les hommes et les femmes qui font ça. Et les gens investissent et travaillent avec nous parce qu'ils partagent les mêmes valeurs de travail, d'intégrité, de volonté de changer. Et dans un monde où l'argent va disparaître et va devenir de la blockchain, le blockchain n'est rien d'autre qu'un transfert de confiance. Et que des groupes comme vous, comme ce forum, où vous vous connaissez, vous faites confiance, vous faites des stratégies communes, je pense que ça fait partie des maillons super importants pour l'avenir de nos enfants. Voilà, et j'arrête là. J'espère que je vous ai donné quelques bribes de réflexion, que ce n'était pas trop compliqué. Merci, Norman. Vraiment, bravo, bravo. Je vous remercie. C'était vraiment incroyable, votre présentation. Très claire, très claire, très intensive. Le final nous donne plein d'espoir pour nous, les caisses. Je dois vous dire que en regardant vos stratégies, je regarde aux stratégies que nous, en l'Italie à la Cassa Depositi, on est en train de faire. C'est comme si vous avez fait une conférence chez nous il y a quelque temps. On vous suit de près. Et alors, le programme, je vais donner un moment la parole à Thème pour vous remercier, vous dire 2 mots. Et ensuite, j'annonce déjà que je vais quand même, il y a des questions. En fait, seulement mon ami Mamadou Ouyagui a fait des profondes questions. Préparez-vous parce que c'est des questions très profondes. Mais je vais non seulement lui donner la parole, mais aussi faire le tour de toutes les caisses, l'une après l'autre. Comme ça, elles ont au moins la parole. Donc, préparez-vous. Je commencerai par la France. J'ai une liste par ordre. Elle s'est venue comme ça. France, Maroc. Préparez-vous. Adnan. Césaire ou Georges, préparez-vous. Monsieur Haine pour le Sénégal. La Mauritanie, Mamadou, bien sûr. Madame Moutaine est là, donc je vais lui donner quand même la parole au début pour, si elle veut, elle, vous faire des questions. Je vais commencer par elle, puis Monsieur Sérémé du Burkina, Segoleba de la Côte d'Ivoire, Fabrice du Bénin et Monsieur Moussa du Niger. Alors, à thème, je te donne la parole pour un premier remerciement et puis je la reprends et je fais le tour en commençant par Madame la DG. Très bien, merci beaucoup. Merci Sinorman, c'était parfait, c'était excellent. Bon, juste avant de, si vous permettez, je vais partager quelque chose avec vous. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.
Bon anniversaire, mais tu devais me le dire à thème. Pour la musique, il faut un expert de Webex. Hein. Alors, Merci, merci. c'était juste pour saluer justement notre ministre parce que il vient d'avoir ses 55 ans, comme il l'avait dit tout à l'heure, mais c'était il y a exactement 48 heures. Donc, avec un peu de retard, cher Nomen, Merci. je te souhaite une vie pleine de succès et de bonheur. Merci. 25 ans. 25 ans plus 30 ans d'expérience. Parfait, c'est ce que j'allais dire. Parfait, c'est ce que j'allais dire. Et c'est bien pour tous les jeunes qui sont avec nous dans la salle, je dirais, virtuelle. Moi, j'ai retenu une chose d'extraordinaire. Le Covid est le meilleur ministre d'éthique que la Tunisie avait connu. Moi, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de ministres qui avouent qu'il y a eu un autre ministre plus agile et plus réactif que lui. Ah, ils sont tous. Donc, Sinormen, merci. Vous avez dit merci Covid. Moi, je dis merci et félicitations, monsieur le ministre Norman Ferry, pour votre modestie et pour la qualité de votre exposé. Voilà, je te rends, Bernardo, la parole. Voilà, pour continuer. Moi, j'ai pratiquement fini, sauf que je vais voir s'il y a quelques questions. On a encore peut-être 15 minutes. S'il y a des questions, on peut les poser. Sinon, s'il y a des gens qui peuvent peut-être lever la main pour prendre la parole directement pour poser des questions ou pour émettre quelques remarques. Donc, voilà, c'est à toi de gérer, Bernardo. Oui, merci. Et note bien les questions qui vont venir quand je vais donner la parole un peu à tout le monde. Alors, on commence par Madame la DG Bouteina. Vous avez un commentaire, vous avez une question à faire à notre ami Noman. Merci, merci Bernardo, merci Norman pour la présentation très constructive et ce qui nous permet de voir vraiment, de se projeter, de voir l'histoire, de vivre l'instant et de se projeter dans le futur. Ça, c'est très important et ça cadre exactement dans notre mission en tant que caisse de dépôt, c'est de se projeter vers l'avenir et de vraiment permettre le mieux pour les générations futures. Et ça, je pense que ça a été tout le temps vu par toutes les caisses, les plus anciennes et sûrement les nouvelles. Et nous-mêmes, en tant que caisse tunisienne, on a vu la transformation digitale et on l'a déjà mis comme étant une orientation stratégique depuis 2016. Ça figure parmi les orientations stratégiques de la Caisse et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant vraiment au milieu et au focus de tout le travail qui a été fait dans le cadre de la stratégie nationale des startups et d'innovation. Nous sommes les porteurs du fonds de fonds et parce que c'est ça, la future génération, on y croit à ça. Moi, ce que je retiens tout à l'heure, mon collaborateur, mon collègue Hatem a retenu la modestie du ministre Norman Ferry par rapport au fait qu'il a dit que le meilleur ministre d'éthique, c'est vraiment Corona. Moi, je retiens un mot, c'est la responsabilité des caisses de dépôt à faire face aux besoins et aux défis et aux challenges du futur. Et je remercie encore une fois tous les présents. Je remercie tout le travail qui se fait d'une manière commune entre les directeurs des systèmes d'information, des caisses de dépôt. Et ça, c'est vraiment un travail que personnellement, je salue et je suis vraiment très contente que Hatem et ses amis le portent convenablement. Merci. Merci. Merci Madame, merci Bouteina. Je confirme qu'ils sont très très solidaires l'un avec l'autre. C'est vraiment un bon groupe. Alors, on commence par Mathia Guérin de la Caisse de dépôt française. Vous avez la parole.
Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ah, parfait, merci, parce que j'ai eu un petit problème tout à l'heure d'audio. Écoutez, merci beaucoup. La conférence, effectivement, a été extrêmement intéressante. Alors, comme vous le dites, on a retrouvé des points communs aussi pour nous, puisque le sujet d'accès à Internet est un point effectivement cardinal par rapport à ça, ainsi que le financement de tout ce qui est start-up et société de l'économie. Donc, peut-être deux réflexions par rapport à ça. Première réflexion, c'est le fait qu'on s'est rendu compte aussi dans cette crise qu'on utilisait beaucoup d'outils qui n'étaient pas forcément issus de nos pays et de beaucoup d'outils notamment américains. Donc est-ce que vous avez des réflexions aussi par rapport à ça? Parce que vous ne l'avez pas forcément présenté, mais c'est vrai qu'on voit une déformation qui est de dire, avec la mondialisation, le secteur des nouvelles technologies s'est plutôt concentré autour d'acteurs, alors aujourd'hui américains et certains acteurs aussi chinois. Donc est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Nous, il y a beaucoup de questionnements en France par rapport à la notion de souveraineté et de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas être faites par des infrastructures qui seraient pas souveraines. Parce qu'on voit bien quand on est tous chez nous qu'il y a des sujets des fois qui peuvent être stratégiques ou confidentiels et qui peuvent pas forcément passer dans des infrastructures. Alors je parle pas le sujet sécurité nationale, mais vraiment plutôt business, hein, parce que sur la partie État, il y a déjà des solutions, mais là plutôt sur une logique de business. Et la deuxième question aussi auquel nous on a été confrontés, c'est qu'on a vu une très très forte hausse du piratage et de la cybersécurité. Et ça peut être aussi un enjeu par rapport aux populations qui sont pas forcément sensibilisées. Donc par rapport à cet investissement dans Internet, il y a aussi peut-être une sensibilisation, alors qui peut passer dès l'école, mais notamment pour tout ce qui est population fragilisée, parce qu'ils ont accès à beaucoup d'éléments, et il y a vraiment des risques de fraude, et que ces personnes qui sont plus fragiles risquent de se retrouver spoliées par rapport à certains éléments. Donc voilà, deux questions, une question plutôt sur la souveraineté, et une question plutôt sur tout ce qui est cybersécurité et sensibilisation. Merci, merci beaucoup Mathia. Maintenant, je passerai la parole à Ahmed Aguezar. Vous pouvez parler pour le Maroc, pour la CDG. Vas-y Ahmed. Ahmed? Sinon, on passe au Gabon et on revient vers toi plus tard parce que je vois qu'Adnan n'est pas là. Ahmed, tu es là? Non? Je reviens plus tard. Je passe à Georges ou à Césaire. Je commence par Césaire. Tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Actuelle, je dis deux mots seulement. Noman, le Gabon a la présidence de l'association des caisses et c'est le Gabon qui va organiser la prochaine grande conférence en juillet 2021. Césaire, c'est un peu le Sherpa, c'est le Sherpa de la caisse du Gabon, le responsable stratégie. Vas-y. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Monsieur le ministre, Madame la directrice générale, chers tous, bonjour. Vraiment merci, Monsieur Ferry pour cette excellente présentation. Vous avez pu en un quart d'heure nous résumer à la fois de comment il faut formuler une stratégie d'intervention pour une caisse de dépôt. C'est une leçon et nous avons écouté, vous avez été très pédagogue. Merci donc pour cette méthodologie résumée. Merci pour le contenu qui est très riche et qui nous fait prendre conscience de pourquoi c'est utile de financer les transitions numériques. Alors, ma question, c'est une question assez ouverte. Que pensez-vous de la question de la souveraineté numérique? Ça a été un peu abordé par la question précédente. Nous, au Gabon, on a beaucoup investi en termes d'infrastructures pour relier l'ensemble du pays à un réseau par la fibre optique. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une deuxième phase après avoir équipé en fait en infrastructure le pays. Nous sommes dans une deuxième phase où nous motivons les opérateurs à utiliser justement l'infrastructure pour la rendre, pour l'exploiter, la rendre économiquement rentable. Nous avons créé une société d'incubation numérique du Gabon, qui est avec le soutien de la Banque mondiale, donc qui a un bel exemple et qui justement a en son sein
Alors, à la fois des services d'incubateurs et des services d'accélérateurs pour justement faire en sorte que des jeunes générations s'intéressent à développer des entreprises, à développer des mécanismes, des applications qui facilitent la vie aux utilitaires. Donc, il y a un sujet qui est parallèle à toute cette stratégie-là, c'est la problématique des data centers. Et donc, quel est donc votre ressenti, premièrement, sur les aspects de souveraineté numérique pour un État d'Afrique centrale, subsaharienne, et l'utilité d'investir et de motiver donc la mise en place de data centers, comment ça peut compléter donc l'infrastructure en fibre optique et comment ça peut aider au développement des systèmes numériques. Merci. Ok, je te remercie. Maintenant, je passe au Sénégal. Monsieur Lam, vous avez la parole. Bernardo, oui. si on donne la parole à Norman pour répondre au fur et à mesure, parce que sinon ça va être un peu difficile par la suite, non? Parce qu'il y a des questions qui souvent sont les mêmes. Je voulais quand même faire le tour pour éviter d'avoir… C'est bon. Si Norman est d'accord, naturellement. D'accord. Absolument. Absolument. Monsieur Lam. Allez-y, vous pouvez parler. Monsieur Lam, allez-y. Non, là, vous avez coupé le son. Rétablissez le son, monsieur Lam. Voilà, là, vous pouvez parler. Allô? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je commence d'abord à remercier monsieur le ministre et aussi la présentation qui a été faite, que nous avons suivie avec beaucoup d'attention. Donc, moi, c'est Youssef Alam, agent de la direction de la transformation digitale de la Caisse des dépôts et consignations Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en charge de faire de tout ce qui est alignement stratégique au niveau de la Caisse des dépôts du Sénégal, en se basant sur des principes pour réussir notre transformation digitale, parce qu'aujourd'hui, avec l'ère numérique, la CDC cherche de se positionner sur la transformation digitale pour accompagner les directions métiers. Et depuis que nous sommes à la tête de cette direction, nous avons eu, en tout cas, les processus ont été déjà automatisés à la CDC. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes, il y a eu un passage entre la direction des systèmes d'information et la direction de la transformation digitale, parce que la CDC Sénégal a compris que la fonction informatique n'est pas seulement l'aspect déterminant pour réussir la transformation digitale. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos process, nous avons intégré tout ce qui est aussi le management de l'information. C'est dans ce sens que nous avons mis sur pied la direction de la transformation digitale, donc pour réussir tout ce qui est l'alignement stratégique. C'est pourquoi nous avons eu à faire en tout cas une refonte de notre direction de notre direction des systèmes d'information en mettant en place de nouvelles outils, donc pour essayer de répondre aux besoins de nos utilisateurs finaux. D'accord. Merci. Très bien. Maintenant, je reviens au Maroc avec monsieur El Bouzid. Vous pouvez parler. Khalid. Khalid, allez-y. Allô, Khalid? Il y a peut-être des problèmes de micro? Parlez? Non, on ne vous entend pas. Je reviendrai avec vous. Et maintenant, Mamadou, vas-y, Bouy Touré de la Mauritanie, vas-y, tu peux parler. Oui, bonjour. Bonjour. Tu as fait beaucoup de questions déjà, hein, on a vu. Oui. Parce que je viendrai parce que nous débutons. Donc, comme tous ceux qui m'ont précédé,
Mes salutations tout d'abord à la directrice générale pour son introduction, et tous les DG qui sont présents, plus tous les présents ici. Donc, et aussi mes remerciements de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour sa présentation assez instructive, parce que nous avons beaucoup appris, et très édifiante, mais aussi très préoccupante quelque part. Donc, je ne sais pas si, Bernardo, vous allez peut-être relayer les questions, mais je peux quand même... Oui. J'ai passé à thème toutes tes questions très profondes. Noman, prépare-toi, tu dois répondre en général sur l'humanité. Je peux les poser ou bien je... Sur l'évolution. Non, ne les pose pas, on les a... elles sont très... Pose-en une plus générale et tu verras, c'est le ton. Tu vas répondre à toutes et Noman va répondre à toutes. En amont, bon, j'ai des collègues aussi qui sont là, je ne sais pas s'ils ont oui, bien sûr. Donc, en amont, j'ai dit donc c'est très instructif, assez édifiant, mais quelque part, c'est très préoccupant. Et je voudrais juste, comme voilà, présenter les questions, revenir sur cette excellence a dit yes, be African. Je voudrais plutôt que son excellence qu'il mette le mot can en exergue. Car nous avons l'Afrique, mais il reste à mettre en exergue le can. C'est-à-dire pouvoir, il faut vouloir le faire. C'est-à-dire que le can, je veux vraiment que le can soit mis plutôt en exergue que l'Afrique. Parce que comme nous n'avons encore rien fait, donc il faut pouvoir faire. Et comme vous dites, nous sommes surpris dans le cadre de l'avènement du Covid, nous sommes surpris et que chaque pays a mis en place sa stratégie digitale. En fait, donc, c'est pour donc, revenir et les remercier et les questions, donc j'avais posé quelques questions que peut-être Bernardo se fera les frais de présenter. J'ai d'autres collègues qui sont là, s'ils ont des questions, peut-être qu'ils vont lever la main. Et voilà, je vous remercie. Je te remercie, Mamadou. Comme toujours, tu es très précis et très présent. Je vais maintenant passer la parole à M. Sérémé et ensuite, c'est la Côte d'Ivoire. Sogoleba, préparez-vous. M. Sérémé, allez-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Le Burkina. Voilà, je suis de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina. Bon, et vraiment, avec le développement de l'Internet, ça me permet de suivre cette conférence. J'ai voyagé toute la matinée. Je suis actuellement à près de 400 km de Ouagadougou, la capitale, mais j'arrive quand même à suivre la conférence grâce à l'Internet. Donc, ça va un peu avec le sujet de la conférence. Ah oui, c'est parfait. Voilà. Donc, en tout cas, félicitations à Monsieur le ministre pour la clarté vraiment de l'exposé. Et on a appris énormément de choses. C'était vraiment intéressant. Donc, au niveau du Burkina, en dehors du DG qui est un peu occupé, presque tous les collègues ont demandé, je pense qu'ils sont tous connectés pour assister à cette conférence et ils vont tous apprendre quelque chose comme moi. En tout cas, merci beaucoup. Et pour nous, surtout les jeunes caisses, cela nous amène à voir que les caisses de dépôt, on doit avoir de nouvelles missions pour le développement de nos pays. Je crois que cette conférence permet vraiment une grande prise de conscience au niveau des caisses de dépôt, comment redéfinir notre stratégie pour nous caler, en tout cas ce que le ministre a développé, surtout le développement du numérique, c'est-à-dire le développement du monde de demain. Je crois que comme il a dit, tout s'accélère, donc il faut également aller très vite et que les caisses de dépôt puissent vraiment bien redéfinir. Oui, merci beaucoup. On a une coupure. Tu es là? Tu es toujours là? On a eu une coupure. C'est quand même, si Mamadou est en voyage, c'est un peu compliqué. Disons, si tu veux revenir, tu lèves la main, d'accord? Je passe maintenant. Ah, moi, je suis coupé. Ah, attends. Bon, j'ai fini à Bernardo, mais moi, je ne vous entends plus très bien. Vas-y, tu peux y aller. Mamadou, tu veux... Oui, j'ai dit, j'étais coupé, mais bon, j'ai dit l'essentiel.
Peut-être je vais laisser les autres dire. Merci Bernardo, merci à tous. D'accord, on passe à la Côte d'Ivoire et ensuite ce sera le Bénin. Fabrice, prépare-toi. Sogoleba, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame la DG. Bonsoir, chers tous. Je suis Doumbia Sogoleba de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. Le DG s'excuse parce qu'il participe en ce moment à une session de la commission de surveillance. Je voudrais dire merci au ministre parce qu'il a fait une présentation superbe. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Surtout nous, les nouvelles caisses, nous sommes en pleine digitalisation. Ça va nous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sogoleba. Je passe maintenant la parole, voilà, je l'ai trouvé au Bénin, Fabrice Almeida. Tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Bien sûr, exceptionnel. Très bien. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bonsoir, Bernardo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Fabrice Almeida de la Caisse de dépôt et consignation du Bénin. J'ai suivi avec intérêt l'exposé et j'ai retenu que effectivement, à côté des projets d'infrastructure, des projets de transformation digitale peuvent être aussi menés par les caisses de dépôt. Mais ce que nous constatons en général en Afrique, ces projets-là, souvent, ça met beaucoup de temps et il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Quand on prend l'initiative, par exemple, de Smart Africa, qui est au Kenya avec le gouvernement, est-ce qu'on ne pourra pas aussi penser à une union des caisses pour lancer quelque chose de pareil et qui va donner l'élan, même la volonté aux gouvernants de miser plus sur ces projets innovants? Merci. Fabrice, je te remercie. Je passe maintenant au Niger et puis je reviendrai sur le Maroc. Alors, Monsieur Moussa, Bourema, tu as la parole. Bonsoir. Plus fort. Oui, bonsoir. Bonsoir. Approche-toi du micro. Donc, c'est M. Bourema, l'information de la... Parle plus près du micro, plus près du micro. Oui, donc je disais, c'est... On t'entend très mal, tu dois être plus près du micro. Approche-toi. Oh, oui, c'est bon maintenant? Vas-y. Alors, oui. Donc, c'est M. Bourema. Non, on entend très mal. Tu dois être plus près du micro. Parle plus fort. Allô? Allô? C'est bon maintenant? Oui, voilà, vas-y. Ok. Donc, je disais que nous avons suivi la présentation avec un grand intérêt. Nous avons vu comment les technologies avancent depuis les années 1900 jusqu'en 2005. Les différentes comment dirais-je, rubriques sur Internet, d'automobiles, tout ça. Donc, là, on t'entend moins bien. Nous sommes dans une ère de transformation digitale à notre niveau. Okay. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. Donc, nous remercions beaucoup de présentateurs pour ce qu'ils ont nous dire sur la digitalisation dans cet environnement du Covid-19. Merci et je salue tout le monde. OK, merci. Je reviens maintenant rapidement au Maroc. Monsieur Lam. Monsieur Lam. Oui. Allez-y. Allez-y, on vous entend. OK. Allez-y. Non, non. Eh non, là, vous êtes exclu, là. Attendez, ne touchez pas, c'est moi qui vous règle. Maintenant, parlez, ne touchez rien et parlez. En fait, on a juste parfois un problème de connexion Internet. Allez-y, ne touchez rien et parlez, c'est moi qui vous gère. Ok, vous pouvez merci parler. beaucoup. Ok. Parfois, on a juste un problème de connexion Internet. C'est pourquoi parfois je vous perds un peu.
Ok, donc juste pour rester toujours dans la même logique, euh, notre direction accompagne toujours les directions métiers pour réussir notre transformation digitale. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, la stratégie de la direction générale, ok, a mis leur confiance sur la direction de la transformation digitale pour accompagner en tout cas toutes les directions métiers pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui se sont fixés par la direction générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour répondre à tout ce qui est aspect fonctionnel. OK? Donc, c'est des projets sur lesquels, si vous voulez aussi, on pourra en aborder pour dire aujourd'hui quels sont les outils que nous avons pour accompagner les directions métiers, ok, pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la stratégie générale. Donc, de ce fait que comme nous, en tout cas, la CDC Sénégal avait raté un peu le début de la présentation, c'est pourquoi en fait, nous ne sommes pas encore au même niveau que vous, ce qui fait qu'en fait, on a connu un peu de retard, même pour répondre aux questions. Parfois, on est obligé de revenir en arrière pour voir ce qui a été dit, pour essayer de répondre aux questions qui ont été posées à la CDC Sénégal. Oui, attends. Ok, j'ai bien compris. Parce que nous avons raté le début de la présentation. Mais disons, la réponse d'ailleurs, je t'ai présenté comme Maroc alors que tu es Sénégal, tu as raison, j'ai fait une petite gaffe. Mais bon, on est entre amis. La présentation au début est très générale, il y aura des questions aussi sur cette présentation générale, mais je vais vous envoyer l'enregistrement de tout ce qui a été fait et si on arrive, même la présentation, d'accord? Comme Merci ça, tu beaucoup. pourras revoir. Et je voulais quand même essayer de refaire un dernier passage et puis je passerai la parole à Thème au Maroc. Voyons voir qui devait parler pour le Maroc. Donc, nous vous remercions aussi de nous donner l'opportunité de participer à ce panel, en tout cas dont nous estimons que le niveau est à la hauteur. En tout cas, c'est un immense plaisir pour la CDC Sénégal de participer à ce forum. Le webinaire que vous nous avez associé, nous, en tout cas, la CDC Sénégal vous remercie de nous avoir associés. Je te remercie beaucoup et tu me salues, mon ami Eladji Samba. Ok, j'essaie une dernière fois le Maroc. Ahmed, essayez de parler. Non, c'est compliqué. Ahmed, si vous avez des questions à poser, vous m'écrivez, d'accord? Je passe maintenant la parole à Atem, qui a dû faire une synthèse, même si je pense que Noman a bien écrit toutes les questions. Atem, tu veux, toi, vous avez tous les deux la parole, gérez-vous et sans problème. Très bien, juste un petit mot et puis je laisse le mot de la fin à Norman. Bon, pour Youssoupha et tous les amis, donc je vous informe que la conférence a été transmise en direct sur la page Facebook de la CDC Tunisie et elle sera aussi archivée dans la chaîne YouTube de la Caisse. Donc, pour ceux qui ont raté quelques minutes, ils peuvent revoir ça. Moi, je n'ai rien raté, mais je vais revoir quand même. Les questions, je crois que Norman les a bien notées et c'est bien préparé pour ça. Sinon, quelques petites questions qui ont été posées sur le chat. Là, si nous consommons 1,7 disons 170% de la capa de la Terre, d'où provient le surplus? C'est peut-être un peu pas trop dans le sujet, mais c'est pas grave si on trouve le temps. Une autre question, il y a dans un des slides quelle est la corrélation entre l'évolution démographique et l'évolution technologique?
Hein, on se posait une question tout à l'heure. Que faire face à cette peur de changement rapide couplée avec une non-adaptation à la transformation digitale? Là, je crois que c'est une question fondamentale et à la limite philosophique et qui concerne principalement les pays du Sud. Alors, on doit peut-être vivre ailleurs, ça c'est. On doit peut-être vivre ailleurs que sur la Terre. Et puisque c'est toujours notre ami Mamadou, ça, hein, c'est toujours notre ami Mamadou Bouyagui. Et puisque ce n'est pas permis pour tout le monde, on doit peut-être réduire notre consommation, pas uniquement en papier, mais peut-être aussi en produits de nécessité. Voilà, c'est un peu ça, parce que de toute façon, on n'a pas... Attends, il y en a une dernière qui est arrivée justement du Maroc sur la chat. Je la lis, hein, comme ça, Noman, tu l'as. Avec la transformation digitale, c'est Ahmed Aguezar. Avec la transformation digitale, on est en train d'assister à la transformation de la cartographie des risques. Oui. Avec le coronavirus, on voit que le digital sert aussi à la gestion des risques sanitaires. La question, comment voyez-vous l'évolution des risques de l'entreprise avec cette transformation? Très pertinente question. Merci Ahmed. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, je pense que vous pouvez commencer et il n'y aura pas un deuxième tour parce que c'est quand même un peu tard. Donc prenez le temps de répondre à ces questions et puis Atem fera les conclusions finales et les salutations. Merci beaucoup. Écoutez, je vais essayer de reprendre quelques points. Je ne souhaite pas dire que je vais répondre. Je vais vous donner quelques points de réflexion auxquelles vos questions me font penser. Je vais commencer par l'avant-dernière. Que pouvons-nous faire avec ce changement rapide, la peur de la transformation, le changement? Moi, j'ai une seule réponse à ça. Mettez les jeunes devant. Le futur, les jeunes le sentent, le pressentent. Nous ne le pressentons pas. Et l'exemple est vraiment l'exemple réel. Vous mettez un bébé, une dame qui naît dans l'eau, le bébé, dès qu'il sort, il sait nager. Moi, à 55 ans, si je n'ai pas appris à nager, je ne pourrais pas nager dans une piscine. Donc, plus vous mettez les jeunes devant, plus vous avez d'opportunités à voir devant. Je ne dis pas qu'ils vont faire moins de bêtises ou plus de bêtises, mais au moins ils ont la capacité à voir devant. Ils ne seront pas lestés par les expériences, parce que dans certains cas, l'expérience est un boulet. Par exemple, si je vous dis 2 plus 2 égale combien, vous allez tous nous dire 4. Mais on peut tout à fait imaginer que nos enfants sont élevés dans une base qui n'est pas une base de 10, mais une base de 6 ou une base de 4 ou 2 plus 2 égale 10. Ou une base, comme le fait les ordinateurs, que 2 plus 2 égale 1111. Et donc, vraiment, et on n'a plus le choix, il faut les mettre devant, ils voient mieux que nous. Ils sont moins expérimentés, mais ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est ce qui continue à me faire vivre aujourd'hui parce que je vis avec eux. Ça, je vais passer un tout petit peu de temps sur le 1.7. On consomme 1.7 ce que la Terre produit en biomasse. C'est-à-dire qu'on est en train d'extirper plus de ce que la Terre peut faire. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a tout un mouvement qui s'appelle Move the Date pour qu'on consomme moins en tout. Mais il y a aussi des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a une start-up, il y en a plein. Hein. Une des start-up tunisiennes que je connaisse, elle fait de la spiruline. You grow your own spirulina at home. Vous faites vous cultivez la spiruline, c'est une algue, chez vous, avec 25 grammes de spiruline, vous avez l'équivalent
de je ne sais pas combien de 300 ou 400 grammes de protéines, etc. etc. Donc l'innovation dans le domaine de la biotech est importante et c'est ce qui va sauver parce qu'on va manger autre chose, mais qui est tout aussi... Enfin, on s'adaptera. Je ne sais pas si ça sera aussi bon ou pas. Alors, mon ami de la Mauritanie qui a mentionné, nous sommes une nouvelle caisse où nous débutons. Vous avez de la chance de débuter. Parce qu'aujourd'hui, les caisses établies, elles ont des processus établis, etc., qui ont été fabriqués et faits avec une certaine logique. Cette logique n'est plus forcément nouvelle. Donc, il vaut mieux commencer sur une page blanche que transformer quelque chose qui existe. Donc, vous avez de la chance de commencer. Et je peux vous dire que j'ai oublié de me présenter. En fait, je suis maghrébin d'origine tunisienne. Je ne suis pas tunisien, c'est tout. Je suis maghrébin d'origine tunisienne parce que je crois à ce Maghreb. Et pour mes amis de la Côte d'Ivoire, je m'appelle Noman Kouadiou Ferry, tellement je travaille avec la Côte d'Ivoire et j'adore la Côte d'Ivoire et tous les pays africains. Alors, je reviens sur le sujet. La cartographie des risques, les fake news, la criminalité, etc. Bon, quand la voiture a été créée, il y a des nouveaux risques qui sont arrivés et on a réussi à vivre avec. Ce n'est pas parce que la voiture tue qu'il ne faut pas conduire la voiture. D'ailleurs, en Allemagne, je ne sais pas si vous le savez, mais en Allemagne, ils ont enlevé la limitation de vitesse. Ce n'est pas pour ça qu'il y a plus d'accidents. C'est un behavior, c'est une gestion du changement parce que on va vivre avec. Alors le seul, à mon sens, le seul remède à ce genre de fake news, criminologie, etc., c'est l'éducation. Il n'y a pas de meilleur remède que l'éducation, l'investissement dans l'éducation. C'est pour ça que moi, je considère que les caisses de dépôt de consignation, c'est l'arme stratégique du deuxième gouvernement qui regarde le futur. C'est presque, si j'ai envie de dire, que si j'avais le choix, je dirais aux caisses de dépôt de consignation, n'investissez pas dans les choses d'aujourd'hui, n'investissez que dans les choses qui ont une rentabilité de 15 ans et plus, à savoir l'éducation, la santé, l'infrastructure digitale, etc. Et là, je reviens à la première question de Mathias Croix, et qui est compliquée. La souveraineté numérique. Et hier, on avait toute une conférence sur la souveraineté numérique et voilà il n'y a pas de définition ou de cookbook ou de choix particulier ou de recette miracle pour la souveraineté numérique. Il y a une vision commune. Il faut que chaque pays a sa vision de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est essentiellement pour qu'on ait la souveraineté de la décision. Que nos décisions, qu'on ne soit pas dépendant du bloc américain ou du bloc chinois pour prendre nos décisions. Donc, quelque part, il faudrait chaque pays ou chaque groupe de pays doit avoir une sorte de vision de sa souveraineté numérique. Ce n'est pas technique, ce n'est pas la souveraineté numérique ne veut pas dire il faut que toutes les données de tout soient dans nos pays, non. Mais il faut faire la classification des données, par exemple. La classification de données, quelles sont les données? Je ne parle pas de tout ce qui est, comme vous dites, intelligence, etc. Quelles sont les données qui doivent rester du pays, les données de préférable, elles doivent être dans le pays, etc. Quels sont les outils
les outils qu'on doit avoir, qu'on doit développer, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait si les cordons sont coupés avec le bloc américain ou le bloc chinois? Et c'est surtout répondre à cette question-là. Parce qu'on ne va pas vivre en autarcie. Personne ne vivra en autarcie. On est interdépendants. Donc, pour la souveraineté numérique, il faut construire une vision par pays et en fonction des moyens des pays aussi. Alors, mais de toute façon, et ça c'est la question, pas la question, la remarque de quelqu'un d'autre, j'ai oublié qui c'est, sur les data centers. Quel que soit ce qu'on fait, il y aura une explosion exponentielle en besoin de data centers. Donc, même s'il y a des gens qui viennent, vous disent, je veux investir dans des data centers, s'il vous plaît, accompagnez-les, parce que sachez que la courbe exponentielle verticale, elle génère énormément de données et l'économie sera basée sur ces données. Et même économiquement, le coût de trafic entre les pays va devenir trop cher. Il vaut mieux que les données soient chez vous pour une question simplement économique que aller chercher tout le temps les données à l'extérieur. Ce qui me ramène à la remarque de Fabrice, je pense du Bénin, que c'est vrai qu'il y a Smart Africa qui ne fonctionne pas super bien en ce moment. Mais par contre, Smart Africa, il lui manque une arme de financement, de projets. Il y a des projets super intéressants, une vision super intéressante. Je conseille la BADEA, la Banque africaine de développement, la Banque arabe de développement économique en Afrique, qui travaille sur les 44 pays du subsaharien, de l'Afrique subsaharienne. On pourrait imaginer de lancer une sorte de fonds entre les caisses de dépôt de consignation et la BADEA, qui est prête à mettre beaucoup là-dessus, pour accompagner les projets transnationaux. Parce que si vous regardez la carte de l'Afrique, les fibres optiques qui viennent de la mer, mais entre les pays, il n'y a pas beaucoup. Et il va falloir faire beaucoup plus de fibres optiques entre les pays, beaucoup plus de data centers. Donc, une idée d'un fonds commun pour l'infrastructure numérique que ce forum sponsoriserait et qui travaillerait avec les caisses et dépôts de consignation ensemble pour le faire, je suis certain que la BADEA est heureuse de mettre tout l'argent nécessaire en études techniques, tout ça, pour le faire. Et si c'est un projet intéressant, je continuerai la discussion avec, j'imagine, Bernard sur ce sujet parce que c'est important. Alors, je regarde l'autre question. Alors, j'ai presque... alors, la cartographie des risques, il y a des nouveaux risques. Moi, je suis en charge de la cartographie des opportunités. Vous faites la cartographie des risques. Honnêtement, je ne sais pas. Et c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde dans lequel les risques sont différents. Et surtout les risques mentionnés le concept de souveraineté numérique va changer. Moi, je pense que dans 30 ans, le monde va réellement changer plus que les 1000 ans qui sont passés. Il y a 1000 ans, les pays n'existaient pas comme ils sont aujourd'hui. Mais ça, je divague un peu, je suis désolé. Alors, il y a important, César du Gabon, sur les zones, sur l'investissement dans l'infrastructure. Il y a 3 types pour couvrir un pays en Internet. Il y a des zones économiquement viables, prêter de l'argent au privé, ils vont faire de l'argent, ils vont connecter tout le monde. Les zones de grande concentration. Il y a des endroits où l'État doit, ce qu'on appelle les zones bêta, les zones alpha, elles sont économiquement viables. Les zones bêta, elles peuvent être viables si le gouvernement fasse un effort d'aider des investissements, etc., etc.
Et ça, on le fait dans le... En fait, on le fait, Boussaïna le sait, nous, en Tunisie, on le fait pour l'économie réelle. Des zones, si tu investis dans tel endroit, tu ne payes pas de taxes. Peut-être qu'il faut réfléchir à le faire pour la fibre aussi. Si tu investis la fibre dans tel endroit, tu ne payes pas de taxes. Parce que économiquement, ce n'est pas faisable, mais c'est avec un peu de soutien. Et après, il y a le troisième, les zones blanches, ou les zones blanches et les zones qui ne sont pas économiquement viables. Cela, très souvent, on a, et les technologies satellitaires aujourd'hui sont très peu chères et on peut couvrir le pays. Comme je vous ai dit, on couvre plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique avec simplement quelques dizaines de kilomètres d'autoroute. Donc, à chaque fois que vous allez investir dans des autoroutes, s'il vous plaît, pensez à la fibre. Je crois que j'ai... Bon, je suis désolé si je n'ai pas tout répondu. Alors, j'ai une petite demande et une petite faveur à vous demander. Oui, allez-y. Oubliez le mot informatique. Oubliez le mot DSI. Parlez à partir de maintenant de bureau de transformation digitale. La technologie, l'informatique est une partie de ça, mais c'est vraiment votre rôle et le rôle des anciens DSI change et devient un rôle de bureau de transformation digitale. C'est quand même dans le verbose qu'on utilise ça, on commence à mettre dans la tête du reste du gouvernement, des gouvernements et des interlocuteurs que c'est vraiment, il va falloir faire cette transformation digitale. Transformation à faire, 3 transformations à faire, la transformation digitale, la transformation énergétique, parce qu'on a, surtout en Afrique, en Méditerranée, on a ce qu'il faut pour avoir, et puis la transformation écologique pour qu'on change nos habitudes. Voilà, j'essaye de, je ne sais pas, ce n'est pas des réponses, c'est des réflexions. Pour ceux qui n'ont pas suivi au départ, qu'ils veulent qu'on fasse une autre conférence spécifique à ce pays, je serais très heureux de le faire. Voilà. Noman, merci. Merci beaucoup. Vous avez été parfait. Avant de donner la parole à Thème pour la fin, je retiens 2 choses que vous êtes en train de dire aux entreprises. Il faut passer de l'importance qui est donnée au CFO, le Chief Financial Officer, de donner au contraire une importance je l'appellerais le Chief Digital Transformation Officer. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer un peu partout. Un petit mot parce que mon ami Mamadou Touré de la Mauritanie est un grand bonhomme. De me la CDC tunisienne, c'est quand même une caisse qui a fait son histoire. D'ailleurs, l'année prochaine, je m'attends à de grandes fêtes à Nouakchott et à Tunis pour les 10 ans. Moi, je lance comme ça, c'est sûrement des années importantes. Et voilà, je rappelle à tout le monde nos rendez-vous que je vous enverrai les mails pour le début. Le thème, enfin, sur l'infrastructuration, peut-être que j'essaierai de faire parler quelqu'un de la Cassa Depositi, quelqu'un d'assez pertinent. Nous sommes en ce moment les actionnaires de la plus importante société d'infrastructuration de haut débit en Italie, il s'appelle Open Fiber, et nous travaillons sur les fameuses zones moyennes, et aussi nous travaillons avec le gouvernement pour essayer de pousser sur les incentives, qui sont en train d'être donnés à la consommation pour améliorer la mise du haut débit dans les zones blanches. C'est-à-dire les zones blanches ont besoin d'infrastructuration de l'État, il est clair, mais pour accéder, pour avoir le point, il faut quand même un petit investissement, et souvent, ce qui est très, très pertinent en ce moment, c'est de donner en Europe
50, 100, souvent 150 € par famille qui achète le point initial. Et c'est un support à la consommation qui est donné par le gouvernement pour lancer le haut débit. Alors, moi, je pense qu'on a terminé. Hatem, à toi le dernier mot. Et Noman, merci beaucoup. On se reverra sûrement. À suivre. Merci. Bernardo, je suis ravi qu'il y a pratiquement personne qui nous a quittés. Hein. On a commencé 39, actuellement nous sommes 38. Donc, à part les gens qui se sont réunis dans des salles de réunion, hein, Norman, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je crois que Norman a été très clair. En plus, il a très bien adapté sa conférence aux spécificités des caisses de dépôt, avec même des recommandations et des conseils de taille. Je les ai bien notés et ça va être un sujet certainement de débat entre les DSI des caisses. Je le remercie encore une fois au nom de vous tous. Je remercie également Madame Benyerlen et aussi notre DGA, Madame Gharbi. Toutes les deux étaient avec nous pendant toute la conférence. Donc, ça montre vraiment l'intérêt qu'elle porte au monde de l'IT. J'en suis fier et je me sens honnêtement chanceux. Merci Bernardo pour cette excellente organisation. Enfin, donc je remercie tous les participants, tous les présents. Un petit coucou à mes confrères DSI. Notre prochain rendez-vous, c'est pour le 2 juillet. Ça va être avec Sid Ahmed et nos amis marocains. Justement, Norman, le thème c'est l'organisation et la structuration des DSI. Donc, ça va être changé tout de suite, hein, tout de suite. Ça va être l'organisation et la structuration des bureaux de transformation digitale. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et à la prochaine. Salut. Merci.